La société Therapixel a été fondée en 2013 par deux anciens de l'INRIA qui avaient le désir d'utiliser leurs recherches à des fins plus utiles que simplement des preuves de concept comme ils avaient l'habitude de le faire. Et ils voulaient avoir des vrais produits qui soient vraiment utiles au corps médical. Et c'est comme ça qu'ils se sont dans un premier temps intéressés aux chirurgiens qui utilisent de plus en plus d'imagerie pendant leurs interventions, mais qui ont toujours des problèmes pour manipuler ces images puisqu'ils sont dans des conditions stériles et qui ne peuvent ni toucher un clavier, ni une souris, ni un écran. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au premier produit qui est un produit de manipulation d'images et de visualisation des images sans avoir à toucher. Donc le médecin fait simplement des gestes qui sont interprétés par une caméra et ensuite c'est ce qui permet d'interagir avec le logiciel. C'est un premier produit qui utilisait déjà l'intelligence artificielle, donc l'algorithme apprend à reconnaître les mains du chirurgien et apprend à reconnaître les gestes spécifiques faits par celui-ci, de manière à ensuite commander le logiciel, que ce soit pour zoomer, déplacer l'image, l'agrandir et ainsi de suite. Donc il y a eu ce premier produit et puis il y avait ces scientifiques qui voulaient s'attaquer à d'autres problèmes. Et en 2017, ils ont vu qu'il y avait deux challenges mondiaux qui étaient lancés par IBM, qui étaient un sur la détection du cancer du poumon et l'autre sur la détection du cancer du sein. Donc ils ont décidé d'y participer et Therapixel a gagné le premier prix pour la détection du cancer du sein. Il faut souligner que c'était un challenge qui réunissait plus de 1200 chercheurs et qui était doté d'un prix d'1,5 million de dollars, donc c'était quelque chose de très substantiel. Et donc la société a décidé de refocaliser ses efforts sur cet algorithme dans un premier temps et ensuite sur un produit aujourd'hui. L'approche qu'on a eue, c'était de ne pas essayer de tout faire en une seule fois. Beaucoup d'algorithmes de ce type essaient de prendre les images, de les lire et de donner le résultat cancer par cancer. Et nous, on a eu une approche un petit peu différente qui consiste à détecter les anormalités sur l'image et ensuite à les caractériser de manière ensuite à dire si oui ou non il y a un cancer. Ce qui veut dire que non seulement on dit sur une image cancer, pas cancer, mais on est capable de dire où il est, le degré de certitude sur cette anormalité. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux médecins parce qu'on entend beaucoup la notion de boîte noire pour l'IA. Et là, on n'a pas vraiment une boîte noire. Le logiciel est capable de vous dire où sur l'image il y a un défaut, et de caractériser ce défaut. Sur le challenge en 2017, ce qui était demandé, c'était d'avoir des résultats qui soient au moins égaux à la moyenne d'un panel de radiologues. Et c'est ce qu'on a fait, on était au-dessus de la moyenne. Et aujourd'hui, on arrive à être aussi bon que les meilleurs d'un panel de radiologues. On a trouvé des accès aux données, il suffit de trouver les gens qui comprennent ce qu'on veut faire et qui sont intéressés plutôt de type innovateur, qui se trouvent aussi bien dans les hôpitaux universitaires que dans les centres privés de radiologie. Et si on a la volonté de part et d'autre de travailler ensemble, on trouve toujours un moyen. La RGPD s'applique partout en Europe. Donc, d'une manière générale, partout où il y a des images de qualité et où on peut trouver de la médecine de qualité, il y a aussi de la protection des données du patient. C'était la grosse peur il y a quelques années, quand l'IA a commencé à arriver en radiologie, on a dit ça va remplacer le radiologue. Il y a même des radiologues qui ont dit l'IA va nous remplacer dans 5 ans. On se rend compte en fait, encore une fois, avec une approche pragmatique, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour le radiologue sans le remplacer et qu'il y a un certain nombre de besoins qui existent, qui peuvent être résolus ou en tout cas rendus plus gérables si on utilise l'IA. De façon très simple, déjà, il n'y a pas assez de radiologues. Il y a une augmentation du volume d'imagerie produite. Il y a un besoin de regarder de façon plus en plus finement toutes ces images. Donc il y a un problème d'accès à cette expertise. Et si on regarde un peu plus en détail, pourquoi est-ce qu'on manque de temps radiologue? C'est parce qu'en particulier sur la problématique du dépistage du cancer du sein, l'immense majorité des images qui sont lues, il n'y a rien à trouver, puisqu'on détecte à peu près 5 cancers pour 1000 examens. Donc ce que ça veut dire, c'est que les radiologues passent leur temps à lire des images où ils savent très bien qu'il n'y a rien. Enfin, ils ne savent pas lesquelles, mais l'essentiel des images qu'ils lisent, il n'y a rien dessus. Donc si on peut les aider à déjà éliminer les images où il n'y a rien. Et puis les images qui sont difficiles, on peut leur apporter
un autre élément, c'est le degré de certitude, parce que c'est la complexité du screening et du dépistage. C'est que, à la fois, il faut pouvoir rassurer rapidement s'il n'y a rien, mais aussi il ne faut pas louper quand il y a quelque chose. Et quand on est sur une théorie des grands nombres, on peut aider dans ces deux dimensions avec un logiciel d'IA. Il faut d'abord qu'on fasse une validation clinique, donc sur des données et sur une comparaison par rapport à la pratique courante, donc pour montrer que le logiciel fait bien ce qu'on a prévu qu'il fasse. Ces études cliniques permettent ensuite de justifier la demande d'autorisation de mise sur le marché. Et ensuite, il faut effectivement faire connaître le logiciel aux médecins. Le mode d'utilisation qu'on a prévu est un mode avec un déploiement facile, puisque c'est avec un déploiement cloud. Et donc, on n'a pas de problème de déploiement d'infrastructures particulièrement lourdes. On reste vraiment dans la logique pure logicielle de Therapixel. IBM a dépensé 6 milliards de dollars sur Watson pour finalement abandonner le projet. Nous, on a un produit sans avoir dépensé 6 milliards de dollars. Donc je pense que le problème des grands groupes, c'est d'approcher des choses trop grosses d'un seul coup. Alors que nous, on a pris un problème, que ce soit notre premier produit ou notre deuxième produit, on prend des cas très précis, des vrais problèmes de la vraie vie, et on essaie de les résoudre. Et quand on fait ça, eh bien, d'abord on trouve une solution, et puis ensuite on a un business model qui est naturel, puisqu'il y a une vraie valeur dans ce qu'on apporte. Je crois beaucoup à l'approche startup qui est très, très ancrée dans la réalité, qui est très pragmatique. Et je pense que c'est ça qui nous donne une différence vis-à-vis des grands groupes. Alors après, je crois aussi je ne vais pas dire le génie français, mais en tout cas l'ingéniosité française, qui est c'est un mélange de pragmatisme et de flair qui permet de résoudre les problèmes de façon différente. Et je crois que quand on y croit, on peut avoir un vrai succès.